Inauguration officielle par le président de la République, Silikine Village, dans la commune de la Gombe. Il s'agit d'une initiative du groupe Texaf qui s'inscrit dans l'engagement de l'État congolais à réduire la fracture numérique et à positionner la technologie comme moteur de croissance conformément au plan numérique national. Un reportage de Pierre Kibambe-Somwe, Jean Kazadi et Mika Loussala. Transformer la République démocratique du Congo en une société numérique intégrée, promouvant la bonne gouvernance, c'est le but du plan national du numérique Horizon 2025. Ce plan stratégique impulsé par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train de prendre ses formes, avec notamment l'inauguration ce jeudi 10 octobre de Silikine Village, qui se veut le plus grand hub d'entrepreneuriat et d'innovation de la RDC et d'Afrique centrale. La cérémonie inaugurale a été présidée par le chef de l'État, qui a été salué à son arrivée par le ministre des Postes, Télécommunications et du Numérique, Kibasa, qu'entourait le staff dirigeant du groupe Texaf. Tout en rendant hommage au président de la République qui a rehaussé de sa présence la cérémonie, le groupe Texaf a exprimé sa fierté d'avoir inauguré Silikine Village, dont la mission est de devenir une plateforme essentielle pour les startups, les petites et moyennes entreprises et les grandes firmes cherchant à innover en Afrique centrale avec un fort accent sur l'impact social et économique, les infrastructures modernes notamment. Le groupe met tout en œuvre pour soutenir les talents locaux et internationaux. Dans ce monde de circonstances, le ministre Kibasa a circonscrit l'importance du numérique en RDC sous le leadership du président Félix Tshisekedi. Silikine Village contribue également à incarner la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, faire du numérique le levier d'intégration, de croissance économique, de bonne gouvernance et de progrès social. Avec la mutation que connaît le monde, la technologie et le numérique sont au cœur de cette dernière, comme l'a si bien intégré son Excellence, Monsieur le Président de la République, dans sa vision. La République démocratique du Congo, à travers cette vision, a entamé son projet de transformation numérique traduit dans le plan national du numérique Horizon 2025. Le chef de l'État a été convié ensuite à couper le ruban symbolique d'inauguration de Silikine Village. Il a visité les bureaux et les installations du groupe Texas. Le site Silikine Village abrite le premier centre de données ouvert et certifié aux normes internationales tier 3 de la RDC à travers son partenariat avec l'OADC, filiale du groupe panafricain WIOCC. Ces centres de données jouent un rôle clé dans la transformation numérique du pays en offrant aux entreprises locales et internationales une infrastructure fiable pour soutenir leurs besoins en connectivité et en hébergement des données. Et puis cette vidéo devenue virale dans les réseaux sociaux sur la mort d'Alexandra, cette jeune fille de 21 ans décédée tragiquement au Canada. Dans ce geste de compassion et de soutien, le couple présidentiel a reçu les parents de la jeune fille. Juste après, Félix Tshisekedi a eu des échanges avec l'ambassadeur de la Russie en RDC, arrivé fin mandat, Blandine Zovo, Kazo Kazadi, pour se condenser. Je ne vis que pour mon enfant. C'est une éprouvante nouvelle qui a consterné le pays entier et la communauté congolaise basée au Canada. Le décès tragique d'Alexandra Martine Diengo Lumbaye, une étudiante congolaise de 21 ans portée disparue depuis la semaine dernière, puis retrouvée morte dans une rivière, n'a pas laissé indifférent le couple présidentiel de son pays d'origine. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'accompagnait la distinguée première dame Denise Nyakeru, tous deux très abattus, ont voulu, à travers ce geste, exprimer leur soutien, à travers eux, la compassion de toute la République aux parents d'Alexandra, inconsolables et visiblement bouleversés face à cette perte inacceptable. Au-delà de la douleur, le président de la République a dit tout son attachement à la famille en détresse et exige que des enquêtes soient menées afin de lever le voile sur les causes de ce drame.
Les géniteurs de la jeune Andrea étaient accompagnés par la coordinatrice du service spécialisé du chef de l'État en charge de la jeunesse et lutte contre les violences faites à la femme, Madame Chantalier Lumulop. Le président de la République a dit qu'il va appuyer tous les processus parce qu'il faut mener l'enquête et que justice soit faite. Le président est vraiment, il sait qu'on ne peut pas toucher un seul Congolais. Lui-même, il a déjà dit, on ne touche pas aux Congolais. Tant qu'il est là, on ne touche pas aux Congolais. Alors, nous allons faire les démarches. Les démarches ont déjà commencé avec l'ambassade du Canada, ici en RDC, avec le ministère des Affaires étrangères, pour que la famille puisse aller voir le corps et continuer à mener l'enquête. Mais pour cela, nous sommes tellement contents d'avoir l'appui du président de la République et celui de la première dame. Le président, notre chef d'État, a dit qu'on doit continuer, qu'on doit mettre des avocats sur place, qu'on doit appuyer, on doit parler au Parlement canadien, qu'on doit rencontrer les élus canadiens. On doit aller plus loin dans l'enquête parce que, comme je vous dis, on ne touche pas à un Congolais. Et bien avant cela, le chef de l'État a reçu l'ambassadeur de la Fédération de Russie en République démocratique du Congo, Alexis Santebov, arrivé fin mandat, est venu faire ses adieux au président de la République, profitant également de l'occasion pour faire l'évaluation des relations entre la RDC et la Russie. Je suis arrivé au Congo le 10 octobre 2017 et je quitte le Congo le 10 octobre 2024. Et donc on a échangé avec le chef de l'État sur les perspectives des relations russes-congolaises. Et moi, je viens d'informer Son Excellence, Monsieur le Président, des projets qui sont en cours d'être réalisés. En plus, je remercie le chef de l'État pour son implication personnelle dans le développement des relations entre nos deux pays. C'est grâce à lui qu'on a pu réaliser pas mal de projets entre nos deux pays et c'était lui qui a rencontré premièrement dans l'histoire de nos relations bilatérales, le chef de notre État, le président Vladimir Poutine, c'était en 2019 à Sochi. L'ambassadeur a également évoqué plusieurs projets en cours entre la RDC et la Russie, notamment dans les domaines agricoles, culturels et de l'enseignement universitaire. Décédé à 74 ans, l'homme politique Jean-Pierre Kambila a passé l'arme à gauche. L'ancien directeur de cabinet adjoint du président honoraire Joseph Kabila est décédé ici à Kinshasa. Ce jeudi, il a reçu les derniers hommages du président de la République, Félix Tshisekedi, à l'espace Ave Maria dans la commune de Kasavubu. Reportage de la presse présidentielle. Accompagné de la distinguée première dame, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est venu partager ce moment de douleur avec la famille de Jean-Pierre Kambila Kankwende. L'ancien directeur des cabinets adjoints du président honoraire Joseph Kabila a trouvé la mort dimanche 29 septembre dans la soirée à Kinshasa. Caractérisé par la compassion et l'humanisme, le couple présidentiel a déposé sa gerbe de fleurs devant la dépouille mortelle pour honorer la mémoire de l'Ulysse disparu avant de conforter la famille biologique du défunt. Un geste salué par la famille. Jean-Pierre Kambila Kankwende était un homme politique cofondateur du PPRD. Il était économiste d'entreprise, licencié en sciences politiques, détenteur de plusieurs diplômes à Genève, en France et en Suisse. L'homme était également auteur de plusieurs livres, notamment La question de la cohésion nationale en RDC. Jean-Pierre Kambila était un homme de débat qui rêvait un Congo émergent. Ses proches gardent de lui un homme humble, courtois et très amical. À l'âge de 74 ans, il laisse un vide au sein de sa famille. Son corps a été accompagné à sa concession au village Mfouti où il reposera pour l'éternité.
Je l'ai dit tantôt, jugé depuis lundi 7 octobre à la 17e chambre correctionnelle du tribunal de Paris. C'est demain vendredi que prendra fin le procès Charles Onana et les éditions de Toucan. Ce jeudi, lors de sa 3e journée, 8 témoins, tant à charge qu'à décharge, ont été auditionnés, parmi lesquels un expert du tribunal pénal international et le chef de la société civile qui coordonnait les actions des associations des droits de l'homme à l'époque du génocide rwandais. Un reportage de Joël Makela, notre envoyé spécial. Au 3e jour de l'audience du procès de l'écrivain franco-camerounais Charles Onana, plus de 8 témoins, tant à charge qu'à décharge, ont été entendus par la 17e chambre correctionnelle du tribunal de Paris. Les témoignages à décharge ont démontré que les déclarations de Charles Onana ne remettent pas en question l'existence d'un génocide, mais au contraire soulignent son ampleur. Ces accusations qui sont portées contre Charles Onana sont un prétexte pour revenir de nouveau sur les accusations contre l'armée française. J'en veux pour preuve le dernier communiqué de la FIDH qu'ils ont publié le 7 octobre. Ça a commencé par les guillemets qu'on reproche à M. Charles Onana d'avoir mis dans son livre autour du mot génocide. Et ça se termine par des accusations contre l'armée française. Et ces gens qui ont des Kagame, qui auraient des... pour les Français, pour les journalistes, ce sont des faux journalistes, ils trahissent leur métier de journaliste. D'ailleurs, on pourrait estimer que pour certaines ONG, il y a un refus d'aider des personnes en danger. Pourquoi pas, j'aurais peut-être dû le dire aussi. Ils font un choix idéologique au profit de Kagame et délaissent des millions de personnes. C'est un crime contre l'humanité. Ce point crucial a été soutenu par plusieurs témoins qui ont plaidé pour une interprétation nuancée des propos de l'écrivain. Une question persiste dans ce procès. Pourquoi avoir attendu 5 ans avant de déposer plainte? Cette interrogation soulève des doutes quant aux motivations derrière cette action judiciaire et met en exergue les tensions entourant le sujet délicat du génocide rwandais. Affaire Jacqueline Dalla et Denise Mukendi du Sochaux, les avocats du Conseil de la prévenue réitèrent la demande d'une mise en liberté provisoire de leur cliente. Le tribunal a déclaré un huis clos pour examiner le dossier. Après un débat houleux entre le ministère public et les avocats Conseil de la prévenue, le tribunal a pris l'affaire en délibéré pour un jugement avant dire droit dans le délai de la loi. Edith Chala pour ce compte rendu. À l'appel de la cause opposant l'organe de la loi à Mme Denise Mukendi de Sochaux, le ministère public a énuméré 6 préventions à charge de la prévenue Denise Mukendi. Les avocats conseils de la prévenue ont réitéré la demande de mise en liberté provisoire de leur cliente. Le tribunal d'Esséen a déclaré le huis clos pour que la Chambre du Conseil analyse cette demande. Après un débat houleux entre le ministère public et le Conseil de la prévenue, le tribunal a pris l'affaire en délibéré pour un jugement avant dire droit dans le délai de la loi. Pour l'affaire principale, les conseils de Denise Mukendi ont sollicité la remise pour leur permettre de compulser les dossiers, ce à quoi le ministère public n'a trouvé aucun inconvénient. On n'en trouve aucun inconvénient que le tribunal puisse se renvoyer. Vous pouvez renvoyer au lundi comme ils veulent, ou encore à une semaine en respectant le règle procédurale, pour ne pas donner un caractère aussi particulier à ces dossiers. Nous avons dit. Le tribunal appellera cette affaire le mercredi 16 octobre pour le début de l'instruction et éventuellement la plaidoirie. En attendant, Denise Mukendi restera entre les 4 murs au centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa. Et puis cette ordonnance présidentielle numéro 24/087 du 9 octobre portant admission à titre posthume dans l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba d'un basketteur et acteur social. Le président de la République ordonne article 1 est admis à titre posthume dans l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba au grade de grand officier Monsieur Mutombo Polondo Dikembe Jean-Jacques. Article 2, le chancelier des ordres nationaux est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 9 octobre 2024, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour copie certifiée à l'original Anthony Kinzo, directeur de cabinet.
Je l'ai dit au sommaire, les corps repêchés après le naufrage survenu dernièrement sous le lac Kivu vont être enterrés en toute dignité. Pour ce faire, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale s'attelle pour que les familles des victimes organisent des obsèques en toute tranquillité. Aziza Mounana a procédé à la remise officielle des cercueils dans 2 morgues de la ville de Goma. Edith Chala. C'est fait. Les familles des corps repêchés après le naufrage du 3 octobre dernier vont enterrer dignement les leurs. Les familles de Goma étaient en présence de la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, à côté du vice-gouverneur policier du Nord Kivu, le général Ekouka. Au sortir de la rencontre, l'élu de Goma remercie le gouvernement pour la promptitude et l'accompagnement des familles éprouvées. Et toutes les dispositions ont été prises pour accompagner les 11 familles qui ont perdu 11 personnes ici dans la ville de Goma. D'autres seront assistés au niveau de Bukavu. Le gouvernement de la République s'est engagé à poursuivre les recherches dans les profondeurs du lac, mais ce n'est pas une mince affaire. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a fait le tour d'horizon de sa présence, cette fois au Nord Kivu. Le gouvernement national a fait tout ce qui est en son pouvoir pour pouvoir accompagner dignement les familles éprouvées. J'ai eu à échanger avec eux, les faire comprendre. Ils ont aussi leur part de responsabilité. Le président de la République était là en 2019, a remis 1000 gilets pour essayer d'éviter autant de dégâts. Tout de suite après, la ministre s'est rendue à l'hôpital Kéchéro pour toutes les formalités administratives des rescapés qui, pour certains, doivent déjà quitter l'hôpital. Elle s'est enfin rendue à l'hôpital provincial pour boucler la boucle de la situation des rescapés. La République a témoigné de sa solidarité et un appel a été lancé encore une fois de plus aux populations qui voyagent d'être très exigeants sur les mesures de sécurité. Et dans le cadre de la diplomatie parlementaire, un groupe d'amitié va se mettre en place pour consolider les relations entre le Parlement français et congolais. Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, a été reçu par son homologue français au Palais de Bourbon à Paris. Le point avec notre envoyé spécial, Annie Balaka. Plusieurs questions ont été au centre de leur entretien, notamment des questions liées à la vision stratégique commune, au partenariat rénové dans les domaines économiques entre les deux pays, à la nécessité d'une intervention humanitaire française au profit de la population meurtrie des Nord Kivu et de l'Ituri, ainsi que la réhabilitation des relations parlementaires et la constitution des groupes d'amitié et de travail entre les deux parlements. Tour à tour entendu le mot de bienvenue de Madame la Présidente, qui a situé cette rencontre et qui a souhaité que les relations entre la République démocratique du Congo et puis ces deux parlements s'approfondissent dans les cadres de la diplomatie parlementaire et que le Parlement français est en train de se structurer. Il y aura un groupe d'amitié qui va, n'est-ce pas, se mettre en place, mais surtout elle a renouvelé l'invitation du Parlement français au Parlement congolais pour assister au sommet parlementaire de la francophonie qui aura lieu au mois de juillet de l'année prochaine. Le fond de notre séance de travail a tourné d'abord sur la nécessité de construire un partenariat stratégique entre la France et la République démocratique du Congo. Pour le président de l'Assemblée nationale, le peuple congolais ne sent pas suffisamment l'appui de la France pour un pays le plus important de la francophonie. Sur le plan de l'implication de la France dans la dynamique de la gouvernance économique, de relations diplomatiques, la France doit améliorer. Ça passe notamment par l'appui sans équilibrisme de la France à la situation qui se passe en République démocratique du Congo. La condamnation sans embâche de l'agression dont nous sommes victimes de la part du Rwanda. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a martelé sur la place de choix que doit occuper la République démocratique du Congo dans les concerts des pays francophones au regard de sa démographie en croissance permanente.
Pour le président Vital Kamerhe, cette place exige une considération particulière de la France. Ainsi, il a suggéré que la partie française puisse s'impliquer dans la recherche de la paix dans la sous-région des Grands Lacs, en prenant en compte que c'est la République démocratique du Congo qui est le pays agressé et le Rwanda le pays agresseur.